Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le tribunal arbitral du sport ordonne à la Fédération ivoirienne de football d'intégrer l'ISCA au championnat de Ligue 1 2024-2025. Cette décision entraînera-t-elle la descente de l'Africa Sport? Que fera la Fédération ivoirienne de football après de 8 jours de l'ouverture du championnat national? Voici autant de questions que se posent les amoureux du football en Côte d'Ivoire. Restez avec nous, on en parle maintenant. Merci d'être avec nous. Bonsoir encore une fois. C'est le Grand Talk. On démarre tout de suite. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Très bien. Bonsoir chers téléspectateurs. Élisée Boloubeu, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoy, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Je reste avec vous pendant que vous souriez. Cher Daouda, le tribunal arbitral du sport ordonne donc à la Fédération ivoirienne de football d'intégrer l'ISCA pour la Ligue 1 de ce championnat 2024-2025. Après donc ce feuilleton qu'on a connu, la décision est tombée aujourd'hui. L'ISCA monte en Ligue 1. Réaction Daouda. Christelle, ce n'est que justice qui est rendue à ISCA quand on sait ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment l'Africa a pu monter, même si tu me regardes très mal, même si comment l'Africa est monté en Ligue 1, mais je pense qu'avec cette décision du tribunal arbitral, ce n'est que justice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football a toutes les cartes dans ses mains, parce que quand on regarde la chute de la décision, c'est que la FIFA aujourd'hui peut décider soit de garder l'Africa en Ligue 1, ce qui, à mon sens, ne serait pas juste, même si c'est eux qui ont le... Selon vous, l'Africa tombe à l'otage avec cette décision? Oui, pour moi, l'Africa devrait retourner en Ligue 2. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gagné sur le terrain. Ils ont gagné, ils sont arrivés en Ligue 1 par des magouilles. Lesquels? Mais quand on fait rejoindre un match... Après beaucoup de temps, et finalement, est-ce que Isca n'a pas, le fait qu'Isca a porté plainte aujourd'hui, est-ce que l'Isca n'a pas raison? Je veux dire, aujourd'hui, le tribunal arbitral met tout le monde dos à dos, dit, bon, vous pouvez les garder ou bien les faire descendre. Donc, selon vous, là, oui. Je pense, à mon humble avis, de mon analyse, je pense que la Fédération ivoirienne de football, vu que le championnat va commencer vous dites, dans 8 jours. Dans 8 jours. Voilà, sûrement qu'ils vont les garder, mais pour moi, je pense qu'ils devraient rester en Ligue 2. Parce que selon vous, ils auraient fait des magouilles. Voilà. Ils ont eu des joies. Maintenant, c'est maintenant Isca qui a la joie, morceau par morceau. Marius Komouré, je ne vais pas donc réagir à certaines choses de Daouda, mais quel est votre point de vue sur le sujet? Dans tous les cas, qu'un club monte en Ligue, monte en Ligue 1, c'est à applaudir. Maintenant, ici, le problème, c'est quelle est la position de l'Africa Sport dans cette affaire? Alors, l'Africa Sport, disons le tout net, n'est pas partie prenante de la plainte qui a occasionné donc cette décision mais du TAS. Mais concernée par l'affaire. Mais bien sûr, bien entendu. Seulement, et comme la décision du TAS l'a bel et bien signifié, l'Africa Sport n'était pas présente ou n'a pas été partie prenante dans le jugement qui a été rendu par le tribunal arbitral du sport, qui du reste a été créé en 1984. Tout à fait. Et une vieille donc, institution qui gère le monde arbitral du sport à travers le monde. Et qui ont des décisions sans appel aussi. Ah oui, bien sûr, ces décisions sont sans appel et s'imposent à toutes les, j'allais dire... les fédérations. Toutes les associations membres donc, de la FIFA. Et même, bon, évidemment, la CAF et autres sont toutes membres de la FIFA. Donc, toutes les associations membres de la FIFA, les décisions du TAS s'imposent à elles. Alors, dans le cas de ce dossier-ci, l'Africa est bel et bien en première division pour nous. Alors, dès lors que... Pour nous, mais la décision... Laissez-le s'exprimer, M. Daouda. Vous avez écouté religieusement, permettez à M. Oui, justement, on l'a écouté religieusement. Allez-y. Alors, que dit la décision? Parce qu'il y a un dernier paragraphe de la décision du TAS qui dit ceci, et je rappelle. Étant donné l'absence de l'Africa Sport à la procédure
qui n'a donc pas pu, qui ne lui a pas donc permis d'être entendu. Dans le cadre de cet arbitrage, la demande d'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024 du championnat de Ligue 2 est rejeté. Très bien. C'est écrit en noir sur blanc. Donc, il appartiendra donc à la FIF, dit le TAS, de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toute mesure utile à la participation d'ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 et en se déterminant sur la participation de l'Africa à ce même championnat. Ce qui veut dire, Marius Komoué, ce qui veut dire tout simplement pour nous que l'Africa est en Ligue 1. Attention. Il revient maintenant à la FIF de faire respecter justement ces textes. Et comme la FIF est dirigée avec, bien évidemment, des statuts et règlements intérieurs, il est sûr que très bientôt, eh bien, la FIF ira en assemblée générale extraordinaire. Justement, j'allais dire, que disent les textes? Parce que nous sommes à près de 8 jours du championnat et les textes diraient, vous me confirmez, qu'il faut au moins 1 mois pour convoquer une AG extraordinaire. Exactement. Les textes disent, pour convoquer une AG, il faut 1 mois. Et là, nous sommes à 8 jours. Ça, c'est une AG ordinaire. Mais nous parlons d'une AG extraordinaire qui peut se décider à tout moment. Une mesure exceptionnelle. Je gère une association. Tout à fait. Et c'est la même loi de 1960 qui régit donc le fonctionnement de la FIF. Et je puis vous dire que dans un cas d'assemblée générale extraordinaire, eh bien, c'est en fonction de l'actualité et des besoins qui urgent donc que l'Assemblée générale est convoquée, extraordinaire son temps. Donc l'Africa Sport et les supporters de l'Africa vont rester suspendus, en ballottage, en attendant la décision de la fédération. Voilà, très bien. Élisée Boloubeu, votre réaction sur le sujet? Je pense que tout est bien qui finit bien, moi je pense, parce que pour être honnête, et je l'ai dit ici, quand les décisions sont tombées, je pensais qu'il y a quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait selon les règles de l'art. Et je crois, quand on lit la décision du TAS, on le voit aisément. Quand le TAS dit qu'il annule la décision rendue par la commission de recours de la FIF le 21 juin, qui a confirmé la décision rendue par la commission d'éthique et de discipline du 20 juin, en ce qu'elle a donné que le match de la 22e journée du championnat de la Ligue 2, Yamoussoukro FC ISCA soit rejoué et par voie de conséquence, dit que le résultat du match rejoué, le 26 mars ayant opposé Yamoussoukro FC ISCA est annulé. Donc voilà, ça veut dire que si le TAS, parce que le TAS a pris la peine quand même d'écouter les différentes parties. Le TAS a envoyé des missions, a pris la peine d'écouter les différentes parties et c'est à l'issue des procès-verbaux, des rapports qui ont été faits que le TAS, en connaissance de cause du dossier éventuellement, a donc pris cette décision. Moi, ça m'interpelle tout de suite. La commission de recours et la commission d'éthique ont-elles joué pleinement leur rôle? Ont-elles été transparentes dans leurs décisions qu'elles ont données? Puisqu'elles ont été déboutées par le TAS. Voilà, la question se pose. Si le TAS vient nous dire aujourd'hui qu'elle rejette cette décision-là. Je pense que le TAS ne le rejette pas sur la base sur la base des faits. C'est sur la base des faits, c'est sur la base des éléments de sa position qu'elle rejette cette décision. Donc elle estime quelque part que cette décision n'avait pas été prise selon les règles, en tout cas du football. Et je me dis quelque part qu'il faut que la fédération en tire toutes les conséquences. À un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se dise simplement que parce qu'on est à la tête d'une certaine commission ou bien de certaines structures, que ça nous suffit pour prendre des décisions. Il faut quand même qu'on prenne la peine. Moi, je trouve, au-delà du fait que j'estime que c'est une justice qui est réparée, au-delà de ce fait, je trouve pour moi que c'est notre football, en quelque sorte, qui a été plus ou moins décrié. C'est la gestion de notre football qui a été décriée à travers cette décision. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les responsables de la FIF puissent prendre en compte pour qu'on ne se retrouve plus devant le TAS et qu'on nous sorte vraiment des décisions pareilles où on remet en cause toutes nos structures dirigeantes, les décisions qu'elles ont prises. Quelque part, ça montre que les choses ne fonctionnent pas selon les règles de l'art et ça, c'est pas normal. Et le TAS vient corriger donc cette affaire-là. Bien sûr. Alors pour vous, donc, le fait que l'ISCA puisse monter, quel est votre regard sur la position en ce moment de l'Africa Sport? Je pense que selon la décision lue par Marius Komoué, Marius Komoué a dit que le TAS a laissé la latitude à la fédération de décider. La fédération a la possibilité de décider que l'Africa reste. Toujours est-il que pour le TAS, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ISCA doit être en Ligue 1. Non, maintenant, on est d'accord. Oui, ça c'est ce que le TAS dit. Maintenant, pour ce qui est de maintenir l'Africa ou pas, le TAS laisse la latitude à la fédération. La FIF peut décider de maintenir l'Africa
Donc de revoir le quota de son championnat et puis évoluer. Et moi, je pense que dans le cas actuel des choses, pour moi, ça sera la meilleure solution. Absolument. Pour moi, ça sera la meilleure solution. C'est notre vision. Voilà, dans le cas actuel des choses, pour moi, ça sera la meilleure solution. D'avoir les deux clubs. Oui, de maintenir les deux clubs, de revoir ça veut dire que la quota, configuration du championnat change quelque voilà, de revoir de revoir le quota à la hausse. Oui, le quota à la hausse. Mais je pense qu'à cet effet même, Dieu, sachant faire les choses, a permis aujourd'hui que la CAF octroie 8 milliards à la FIF. Tout à fait, la FIF. Donc aujourd'hui, la FIF a suffisamment de bagatelles pour pouvoir même prendre encore des preuves pour pouvoir en rajouter dans le championnat de Ligue 1. Je crois que... Sans oublier que le président de la République... Très bien. Merci beaucoup, Marius. Herman Aboua, votre avis sur le sujet. L'ISCA qui monte en Ligue, finalement, c'était attendu. On parle des joies et une joie par morceau. Enfin, anyway... Mais votre avis sur le sujet, Herman, et la position de l'Africa Les supporters de l'Africa Sport doivent être heureux aussi que leurs jumeaux de la Ligue 2 les suivent. Bon, je voulais faire quand même quelques précisions. J'ai cru entendre sur ce plateau que l'Africa Sport aurait fait des magouilles et autres. Pour monter, tout à fait. Dans cette affaire, ce dossier-là, dans cette procédure, il faut préciser que le conflit n'est pas entre l'Africa et l'ISCA ou la FIF. Oui. Le conflit, cette procédure en cours, depuis le début, c'est l'ISCA contre Yamoussoukro, l'ISCA contre la FIF. Et ça a été déclenché d'abord par Yamoussoukro FC à l'issue du match du 14 juin. Tout à fait. Voilà. Donc, que l'Africa ne soit pas cité en rien. Au niveau de l'Africa, je pense bien que ce club-là on leur a même attribué un stade. Eux, ils attendent le 20 juin, ils vont jouer le 20 septembre pour jouer le premier match. Donc l'Africa n'est en rien concerné. Surtout que même dans la décision qui a été prise, l'ISCA avait même suggéré au TAS de prendre une décision au fin de reléguer l'Africa Sport en Ligue 2. Le TAS, fondé dans ses prérogatives, avait suggéré cela, puisque le TAS a dit dans un classement. Permettez qu'il s'exprime. Laissez-le s'exprimer. Je lis ici, dans les commentaires, dans les motifs, sur la base du dossier de la cause, l'arbitre unique a constaté que la réclamation faite par Yamoussoukro FC sur le match du 14 juin était tardive. Oui. D'abord même, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu des magouilles ou bien la saisine de Yamoussoukro FC, ce n'est pas sur le fait que cette saisine n'était pas fondée, mais seulement parce que ça n'a pas respecté le délai. Voilà pourquoi le TAS n'a pas donné suite à la saisine de l'ISCA. Ça veut dire que certainement il y a eu des fautes d'arbitrage, mais comme ça n'a pas été, la FIF n'a pas, le tribunal, l'arbitrage de la FIF n'a pas été saisi à temps, le TAS n'a pas donné suite. D'abord ça. Il a évoqué aussi le dernier paragraphe. La demande d'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024. Ouais. C'est ce qui vous dit que l'ISCA aurait... il dit l'ISCA aurait peut-être demandé. Mais il n'y a pas de peut-être. Ils ont suggéré dans leur truc qu'eux, ils viennent en Ligue 1 et qu'ils n'ont pas été sages comme Élysée. Ils ont souhaité qu'eux, ils reviennent en Ligue 1, normalement, et que l'Africa retourne en Ligue 2. Ça doit être par voie de conséquence. Ce que je veux dire, nous, aujourd'hui, l'Africa Sport Élysée a fait une ouverture. l'Africa Sport est dans ses droits. Parce que nous, au niveau de l'Africa Sport, les supporters sont... Ce club-là est en Ligue 1. Donc, c'est à la FIF, éventuellement, de faire... Moi, je pense que l'Afrique n'a pas le droit, aujourd'hui, à créer d'autres conflits. Aujourd'hui, là, que de laisser l'Africa Sport en Ligue 1. Très bien. Parce que nous, on n'a rien concerné. Très bien. Élysée voudrait faire un rectificatif. Allez-y. Et on va chuter avec vous. Oui, ce que Herman a lu. Vous avez un point d'ordre. Herman a lu, enfin, disons dans le dernier paragraphe, où il a demandé, ISCA a demandé qu'on modifie le classement. Demandant qu'on modifie le classement, ISCA ne dit pas d'envoyer l'Afrique en Ligue 2. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi, modifier le classement? Ils sont premiers. ISCA te dit que on ne peut pas les reléguer deuxième dans la mesure où, au terme du championnat, sur les matchs disputés sur le terrain, ils sont arrivés premiers. C'est cela. Or, le bilan final que la FIF sort, la FIF ne les met pas premiers, la FIF les met deuxième. Donc, ils te disent non,
il faut que ce classement-là soit modifié. Mais quand je dis ça, là, je réclame la place qui m'appartient. Mais je ne dis pas que le second, là, qu'on envoie en Ligue 2, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, je pense qu'il faut faire cette interprétation-là, parce qu'en la faisant, c'est prêter des intentions qui ne sont pas les intentions d'Isca. Très bien. Et je crois qu'il faut éviter, en fait, voilà. Merci beaucoup. Nous terminons le sujet. Dans tous les cas, nous invitons les dirigeants de l'Isca et de l'Africa Sport à venir sur ce plateau ici, à l'effet, évidemment, les dirigeants surtout de la FIFA. Et surtout, on va regarder du côté de la Maison de Verre pour savoir un peu ce qui va se passer pendant ces 8 jours-là. Tous les regards seront fixés sur la Fédération ivoirienne de football pour voir ce qui va se passer, s'il y aura une réunion extraordinaire et voir les décisions, une réunion de crise. Les décisions de cette réunion-là. Moi, je retiens que l'Africa doit aller en D2. Daouda, en fait, vous n'aviez pas la parole. Donc, ce que vous avez dit ne compte pas du tout. L'Africa reste en Ligue 1 et s'apprête à jouer au stade Félix Houphouët-Boigny conformément donc au programme de la Fédération ivoirienne de football. Très bien. Messieurs, parlons maintenant de la santé mentale. J'ai quelques chiffres pour vous et pour nos téléspectateurs. 418 cas de suicide enregistrés entre 2019 et 2021 en Côte d'Ivoire. 23 cas de mort par suicide pour 100 000 habitants. 927 tentatives de suicide avec une prévalence chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans et les adultes d'âge moyen 35 à 59 ans. Au vu de ce qui précède, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle toutes les parties prenantes à décréter l'état d'urgence en la matière. Élisée Boloubeu, les chiffres sont alarmants, même en Côte d'Ivoire. Oui, les chiffres sont alarmants. C'est des chiffres quand même qui sont importants. Enregistrer près de 23 cas de morts par suicide pour 100 000 habitants, je trouve que c'est quand même important. Et ça dénote de la nécessité, en tout cas, de prendre ce problème-là à bras le corps. Je crois que ce colloque qui a été organisé, cette activité-là, rentre dans ce cadre-là. Voir comment est-ce qu'on peut vraiment interpeller les uns et les autres sur la nécessité de regarder de très près la question des suicides. Parce que, contrairement à ce que certains penseraient que c'est des individus, des personnes qui sont en perte d'espoir ou qui peuvent aller se donner à la mort. Non, il y a plusieurs raisons qui peuvent être à la base. Pour ceux qui ont suivi, je dis, cette présentation, ont compris qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent être à la base. Et l'une des recommandations, d'ailleurs, c'est vraiment de renforcer la chaîne de solidarité, de sorte à ce que lorsqu'on voit déjà des personnes qui présentent des signes de dépression, qui présentent des signes vraiment qui vont dans le sens de se renfermer sur eux-mêmes, de très vite les approcher et puis essayer de prendre le problème en charge en allant vers des spécialistes en la matière. C'est vrai, malheureusement, nos pays ne disposent pas de beaucoup de psychologues ou des personnes, vraiment beaucoup de personnes qui ont cette capacité-là à pouvoir faire face à ces situations-là. Mais je crois que c'est le lieu, en tout cas, au regard de ces chiffres-là, de réorienter certainement la politique dans ce sens-là pour voir dans quelle mesure renforcer encore le plateau technique en matière de psychologues et autres pour pouvoir prendre en charge ces cas. Marius, comme moi avec vous, je reste sur ce point. Quelles seraient les causes qui pousseraient donc ces jeunes de 25 à 34 ans à se donner la mort? On a 927 tentatives. Heureusement qu'on n'a pas eu de succès sur ces tentatives-là. Mais quand l'OMS appelle à décréter l'état d'urgence, selon vous, comment devraient réagir les États? Non, les États doivent prendre à bras le corps la situation qui prévaut à travers le monde et plus particulièrement chez nous. Et c'est en cela que nous nous réjouissons déjà de la montée au créneau du ministère de la Santé par rapport justement à ce phénomène qui est aujourd'hui devenu un véritable problème social. J'avoue qu'au regard des chiffres que vous avez annoncés, si rien n'est fait, je peux vous assurer que nous continuerons d'aller tout droit dans le mur avec une jeunesse aujourd'hui totalement désemparée, qui, pour des problèmes de cœur, qui, parce que pour des problèmes de cœur, on va essayer d'ouvrir un peu le sujet. Les problèmes sentimentaux, voilà. Les problèmes sentimentaux, les chagrins d'amour, et qui d'autre pour une incapacité de trouver du travail, avec les charges sociales. Bon, il y a la famille aussi, qui ne joue pas véritablement de plus en plus de son rôle de cercle d'encadrement, de soutien, d'entraide. Et cela amène les uns et les autres aujourd'hui à se retrouver souvent seuls face à leurs problèmes, des problèmes qui les amènent justement à aller à avoir des pensées aussi suicidaires. Oui, des pensées aussi lugubres
comme par exemple se suicider. Et ça, vraiment, c'est l'extrême, quoi. Bon, on a vu des cas, des officiers, des personnalités, des gens même qu'on ne peut soupçonner, hein, mais eu égard à leur position sociale. On aurait cru qu'ils étaient stables émotionnellement, alors que... Oui, mais malheureusement, on a vu ce qu'on a vu, que quelqu'un se lève et se jette du bord, par-dessus le pont, l'un de nos ponts dans la lagune. Ben, ça mérite quand même que l'État prenne le taureau par les cornes. Et je vois bien que le ministère de la Santé multiplie depuis quelque temps sur les différentes plateformes des informations, la sensibilisation de la jeunesse, la sensibilisation des couches sociales sur ce phénomène de suicide, en mettant, je crois même savoir qu'un numéro vert a été même mis en place pour pouvoir aider tous ceux qui ont des tendances suicidaires, voilà, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Mais prière, trouvez donc ce numéro vert à l'effet qu'on puisse se donner, même en fin d'émission, oui, ce serait très important. Nous allons vous le communiquer. Daouda, alors le chargé de l'information de la promotion de la santé, M. Koné Souleymane, a eu donc à échanger sur une thématique, changer le discours sur le suicide. C'était donc à la mairie de Cocody. Pourquoi ces jeunes-là en arrivent à cette situation, et même ces personnes de l'âge de 35 à 49 ans, il faut qu'ils se sentent dans un état émotionnel où ils se disent qu'il n'y a pas de solution, ils sont seuls, ils se sentent seuls. Aujourd'hui, les gens ne savent plus vraiment à qui parler, à qui se confier. Je pense que la thématique était très importante, puisque quand il faut changer le discours, déjà il faut dire les choses de façon claire. Dans notre société, la question, tout ce qui concerne tout ce qui est santé mentale, c'est des sujets qui sont tabous dans notre société. Et aujourd'hui, quand on regarde notre société qui est en train de se développer à la vitesse, je vais dire, grand V. C'est cela. On est en train de concurrencer, on est dans une certaine forme de mondialisation. C'est clair, qui ne dit donc, pas son finalement, nom. le challenge est énorme. Quand on regarde dans les entreprises, il y a la pression, les burn-out et autres. Mais Élisée parlait d'un cas qui est très important. Regardez le nombre de personnes qui officient dans le secteur de la santé au niveau mental. C'est cela. Combien de praticiens avons-nous en Côte d'Ivoire? Combien de psychologues on a en entreprise? Souvent, les gens sont sous pression, ils n'ont pas le temps de parler. Regardez l'âge qui a été... C'est effrayant, 25-34 ans. 25-34 ans. Quand vous regardez cette tranche d'âge, c'est une tranche d'âge généralement qui est dans le monde du travail. Active. Ils sont très actifs. Et du coup, la pesanteur, c'est difficile à dire, mais aujourd'hui, la question de l'inflation au niveau mondial peut avoir un impact. On n'arrive pas à régler véritablement nos problèmes. Le développement est en train de partir. Un individu ne gère pas que sa famille, il gère plusieurs personnes. Aujourd'hui, regardez le cas d'un seul fonctionnaire. Que ce soit fonctionnaire dans le public ou dans le privé, une seule personne qui a l'argent, qui a un peu de moyens, qui travaille, il a à sa charge 10 personnes au moins au minimum. Regardez cette rentrée scolaire. Tu dois payer les fournitures de tes enfants, les scolariser. Sans compter pour tes cousins, tes cousines et autres, et nièces. Finalement, cette charge sociale devient... C'est tellement énorme que souvent, de fois, il y a certaines personnes, quand ils sont face à des problèmes, ils préfèrent ne pas s'exprimer. Alors que c'est cela. Or, c'est là où ils doivent pouvoir s'exprimer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'autre chose qui est importante, dont je n'ai pas parlé, c'est aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, en griffe, une plaque tournante de la drogue. La consommation de drogue aujourd'hui dans notre société est élevée. C'est vrai qu'on ne le dira pas assez, je n'ai pas de chiffres concrets, mais regardez le nombre de tonnages de drogue qui a arrêté on a débattu assez sur le plateau. À l'aéroport et au port. La consommation de ce qu'on appelle la drogue Kadhafi, l'utilisation de tramadol et d'alcool dans la société. Aujourd'hui, ces drogues-là agissent sur l'esprit de beaucoup de personnes. Il faut le dire clairement. Parce que souvent de fois, et c'est ce que je déplore souvent dans le narratif des hommes politiques, qui souvent aiment utiliser la question de la cherté de la vie comme seul facteur. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a beaucoup de facteurs. Absolument. Mais la cherté de la vie fait partie aussi des facteurs. Exactement. Très bien. Herman Aboua, j'aimerais avoir votre regard sur... Quel est votre postulat sur le sujet? Monsieur Marius, comment vous permettez? Moi, je pense qu'ils ont évoqué, mes confrères ont évoqué ici les causes et même les implications. Moi, je pense que je voulais un peu revenir sur ce que Élisée a pu dire. Aujourd'hui, c'est une question de santé publique. Vous voyez bien que les gens suggèrent qu'on décrète l'état d'urgence sur la question. Tout à fait, l'OMS. On constate que les chiffres qui ont été donnés, c'était des chiffres de 2019 à 2021.
Mais entre-temps, 3 années sont passées. Et on constate aujourd'hui, on a vu ces derniers temps, combien de fois les gens se donnaient la mort pour plusieurs raisons qu'on ne sait pas. Donc je veux dire que le problème, il est là, il faut chercher à l'adresser. Les solutions sont là. Aujourd'hui, on a plus ou moins, pour les jeunes, on peut dire que les substances, c'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour interdire des substances nuisibles et autres, mais le trafic continue. C'est ça. Il faudrait qu'on intensifie ces sources-là, enfin ces opérations, pour qu'on puisse pouvoir nettoyer cela. Autour des établissements, Daouda le disait, les jeunes autour des établissements... Avec cette nouvelle rentrée scolaire, il faut une politique. Oui, il y a des débits de boissons qui sont là, il y a des sources de nuisances sonores, tout cela qui permettent aux enfants d'aller prendre toutes les substances qu'on sait, on doit pouvoir les interdire. De la même manière, farouchement, le gouverneur du district détruit des zones à risque, enfin des habitats qui sont sur des zones à risque. Il faut que ces zones d'endroits-là, des sites-là, même si certaines personnes sont derrière, il faut qu'on puisse avoir le courage de les détruire. Soit combattu avec la dernière énergie. Le problème est là, il faut le combattre. En réalité, maintenant, j'aimerais juste 2-3 points sur les solutions concrètes. Quand on dit qu'il faut que les États décrètent l'état d'urgence et fassent des actions au-delà de l'école, où il faut donc travailler aux abords des écoles et éviter tout ce qu'on a, actions concrètes que l'État pourrait faire pour que l'information arrive, touche les citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Daouda, rapidement. Très rapidement, moi, il y a un point où l'État peut agir. Solution, oui. Très solution. Il faut arrêter avec ces histoires de paris. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Des paris sportifs? Tout ce qui est paris sportif. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plein de salles de jeux et autres. Paris sportifs, je peux dire les noms? Casino. Non, mais il y a une réglementation sur les paris sportifs. Excusez-moi, Christelle, pour nous autres qui avons été, que ce soit en France ou en Espagne, il y a une législation qui est là. Il y a même des psychologues qui prennent les gros joueurs en charge. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on fait les paris sportifs. La LONASI est là, puisque c'est pour l'État, on peut en parler. Quel est l'organe véritable qui prend en charge les gros joueurs? Quelqu'un qui va perdre beaucoup d'argent. Arrivé un moment, ça joue sur l'esprit. Hein. Il faut régler ce problème. Je pense que l'État, c'est vrai qu'on est dans un pays libéral, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut adresser la question des joueurs. Et le jeu d'argent est très addictif. Celui qui donc investit... oui, il faut régler la question. Très bien. Une autre solution rapide à part Marius Komoé, solution? Écoute, ça va. À part ça, donc paris sportifs, école. Je pense qu'à côté de cela, il faut réduire les pressions sociales sur les populations, au niveau du travail, au niveau des revenus, au niveau de la vie chère et autres. Là, il faut lutter efficacement, prendre des mesures pour lutter efficacement. Embaucher des psychologues aussi dans le travail. Oui, tout à fait. Susciter donc des vocations, parce qu'il n'y en a pas assez. Hein, on va trouver les chiffres. Marius Komoé, le numéro vert de la santé, oui, 143, juste vous aider. C'était le 143. C'est le 143 pour que les populations ivoiriennes qui se sentent stressées puissent appeler et puis parler. Au moins, il y en a qui veulent juste parler à quelqu'un. Ils n'ont personne à qui parler, ils veulent juste se vider, parler à quelqu'un. Le 143, c'est important d'être pris en charge. Absolument. On se rappelle de ce monsieur qui voulait se donner la mort sur le pont, qui a été arrêté par des badauds. Il aurait été... lynché. Oui, enfin, c'est ça aussi. Pourquoi le lyncher? Il faut l'emmener directement voir un psychologue au lieu de le frapper. Moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est rigolo, mais je pense que... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il y a quelqu'un qui veut aller visiter dans de l'eau, dans la lagune, un truc. Et ses amis à côté lui disent, ici, c'est pas profond, il faut aller là-bas. Oh non, c'est pas des choses à dire. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Souvent, quand des gens veulent se donner la mort, il faut leur parler. Voilà, ils ont de le frapper et dire qu'on est ensemble, on va souffrir ensemble au pays ici. Non, pas du tout. Mes enfants, très bien. Oui, Élisée, vous pensez? Je voulais juste ajouter, quelques secondes, oui. Voilà, et ça, c'est pour moi la contribution des médias. Hein. Peut-être qu'il faut entrevoir de plus en plus d'émissions d'écoute où les uns et les autres peuvent appeler, vraiment exprimer leurs soucis, et en présence des psychologues qui vont leur apporter des solutions. C'est bien beau de tout ce qu'on fait, c'est important, mais je pense que la santé mentale, pour moi, doit monter encore, doit grimper davantage. Et nous, en tant que médias, on doit pouvoir prendre notre part de responsabilité dans cette sensibilisation. Messieurs, bonne nouvelle. Les postes à péage ont généré 31 milliards de francs CFA sur nos routes en 2023. C'est une bonne nouvelle, mes enfants. Soyez heureux. Oui, c'est une très bonne nouvelle, Christelle. Oui, c'est selon un rapport donc, du Fonds d'entretien routier. Les postes à péage, je le rappelle, ont généré 31 milliards de francs CFA. Un chiffre qui témoigne de la performance du secteur, Daouda.
Oui, j'aimerais applaudir des deux mains, même des deux pieds. C'est une très bonne nouvelle. C'est bien que ça puisse donner autant d'argent. Mais moi, j'ai un bémol. Lequel, Daouda? Le bémol que je trouve à ce chiffre, que je trouve un peu faramineux, c'est que, regardez... Comment ça, un peu faramineux? Oui, c'est faramineux, c'est gros. Quand on sait 500 qu'on paye, c'est rien, mais tu vois le chiffre que ça donne? Bien sûr, mais allez-y un bon chiffre. Sur l'autoroute du Nord. Oui. À commencer par Gesco, avant d'arriver à Boaké. Mais il y a des tronçons de route qui m'ont pas... Cet argent, c'était pour réparer la route. Donc, je veux que véritablement, quand cet argent entre, il faut pouvoir réparer les tronçons de route qui sont défectueux. Ça à prendre en compte. Voilà, ça à prendre en compte. Malheureusement, sur certains secteurs, ce n'est pas pris en compte. C'est vrai de venir fanfaronner avec les chiffres, mais il faut que l'argent puisse servir véritablement à réparer nos routes. Parce que souvent, c'est à la base d'accidents, même si souvent la cause humaine est dedans. Mais la route aussi, c'est important. Parce que l'autoroute du Nord, ça ne me plaît pas du tout. Très bien. Alors, il faut dire que ce chiffre-là n'inclut pas les revenus générés par le troisième pont, Marius Komoé, ce qui laisse entrevoir donc un potentiel encore plus important. Bon. Mais au niveau donc de l'autoroute qui relie Abidjan à Grand Bassam, juste un chiffre et on en parle, 4,6 milliards de francs CFA. Autoroute Abidjan-Bassam. Alors, la route de l'Est, avec ses péages de Tomassé et Moapé, a également rapporté des sommes intéressantes, 3 milliards de francs CFA pour Tomassé et 1,46 milliard pour Moapé. Marius, réaction? Alors, la première réaction que nous avons, c'est d'être satisfait, de savoir que pour une première fois, une structure administrative publique rend son bilan, fait son bilan financier et le rend public. C'est cela. Non seulement sur son site, mais également dans tous les canaux de communication. Et ça, c'est à applaudir. Moderne. C'est à applaudir. Très bien. Parce que, croyez-moi, le Fonds d'entretien routier a longtemps nagé dans le flou, dans l'opathisme. Et on ne savait véritablement pas à quoi servait tout cet argent qu'on nous imposait en termes de taxes ou impôts, je devrais dire, d'impôts. Enfin, combien les revenus générés, vous voulez dire? Les revenus générés étaient presque méconnus pour le grand public. Très bien. Aujourd'hui, c'est connu. Aujourd'hui, une large communication est faite. Très bien. De plus, nous étions à peu près 4 ou 5 péages. Aujourd'hui, nous avons 10 péages. Mais croyez-moi, au regard de l'enquête que nous avions menée sur ce secteur d'activité, nous nous sommes rendus bel et bien compte que cette somme qu'on voit, comme le disait Daouda, qu'on a annoncé et qui semble être, pour emprunter son propre terme, faramineux, n'est qu'une goutte d'eau dans les besoins d'infrastructures routières dont a besoin notre Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas dans les discours de... Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, a besoin d'avoir du bitume, a besoin que la route qui mène chez lui au village, la route qui mène chez lui dans sa ville de naissance, soit bitumée, soit donc goudronnée. Est-ce qu'on a un chiffre pour faire une des équivalences? Ce serait bien qu'on ait sur les équivalences. Là, on sait qu'on a 31 milliards, moins le troisième pont pour l'instant. Si on avait les chiffres et on avait au moins le besoin restant, on pourrait faire l'équivalence. Oui, le troisième pont, c'est une structure privée qui gère, mais au niveau de l'institution publique qui est le fait, qui gère justement les péages publics, je peux vous dire que les chiffres sont bel et bien connus. Et je crois, si je venais sur ce plateau en étant convaincu que naturellement, nous évoquerions justement de ce pan essentiel du sujet, je me serais assurément préparé à vous donner les chiffres que nous disposons. Pas les chiffres de l'État que nous connaissons, mais nous donnons les chiffres que nous disposons. Vous saviez qu'on allait parler de ce sujet? Non, je savais qu'on allait parler du sujet sur D'accord, c'est pas bien. La somme engrangée par les péages. Je savais également, bien entendu, mais j'ai dit que je ne m'attendais pas à ce qu'on nous dise de sortir. Évidemment, vous avez raison, mais je pense que nous aurons l'opportunité de pouvoir naturellement donner les chiffres à une belle occasion. Merci beaucoup, M. Koum. Je vous en prie. Herman, j'aimerais avoir votre point de vue sur le sujet.
En rappelant que l'axe Yamoussoukro, hein, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, quand on dit Yakro, c'est juste Yamoussoukro bien diminué, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, qui contribue donc au désenclavement du centre du pays, à rapporter 2 milliards de francs CFA, Herman. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un secteur qui est dynamique, qui est très dynamique. Mais je voudrais seulement attirer l'attention des uns et des autres sur la communication, sur les recettes. Parce que quand on parle de recettes, on parle de chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est ce qu'on a engrangé. Bon, 32 milliards, 31 milliards, 934 millions, c'est satisfaisant. Quand on le dit ainsi, c'est comme si ça tombait dans la caisse de l'État. Or, à côté de cela, il faut voir ce qui a été sorti sur les 32 milliards. Mais quand on regarde ce qui a été sorti, justement... 31 milliards, vous voulez dire. 31 milliards, 934 millions. Ce qui a été sorti, quand on regarde, moi, je pense qu'il y a matière à discuter. Quand on regarde même les charges de fonctionnement, quand on regarde les péages, là, c'est des bots qui ont été déjà financés, on les a déjà mises là, et il y a peut-être souvent 15 bots, et il y a 15 personnes. Mais quand on prend, par exemple, l'autoroute du Nord, les péages de l'autoroute Saint-Gobo et Atingué, on a 4 milliards de charges de fonctionnement. Je prends la route de l'Est, vous avez parlé tout à l'heure de cela, 3 milliards de charges de fonctionnement. On peut continuer. De sorte que les charges de fonctionnement font qu'il y a des péages qui ont été déficitaires. C'est-à-dire que malgré les recettes, il y a des péages qui ont été déficitaires. Je prends par exemple le péage sur le Thiébissou-Djebonois. Moins de 2 milliards. C'est-à-dire qu'on a rassemblé 2 milliards 855 millions, mais on a sorti... lorsqu'on a sorti 5 milliards 770 millions par là. Donc, ça a été déficitaire. Donc, toutes ces choses-là, moi, je pense que c'est vrai, c'est bien de communiquer sur les recettes, mais il faut dire, est-ce que l'argent est encore disponible? Aujourd'hui, quand on regarde le tout, on n'a rien dans la caisse. Voilà les questions. Les questions qui restent en suspens. Très bien. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir le point au retour. Au retour, on va pouvoir discuter peut-être 5 minutes et puis on va continuer notre sujet, notre émission. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. C'est toujours le Grand Talk. Herman Aboua, Élisée Boloubeu, Marius Komoé, Daouda Koulibaly sont toujours avec nous. Nous a rejoint en plateau M. Abou Bamba, coordonnateur de Abidjan Legacy Programme. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. De 406 000 tonnes, nous étions en 1986. Nous passons maintenant à 125 000 tonnes. Je parle bien sûr de la filière coco. Quelle stratégie de relance pour la filière coco en Côte d'Ivoire? C'est avec lui que nous en parlons. Alors, la première question, on va encore présenter Abidjan Legacy Programme. Qu'est-ce que c'est, avant de rentrer dans le vif de notre sujet? Abidjan Legacy Programme est un programme du chef de l'État, le président de la République, qui est né de la COP 15. Donc, on va dire c'est un puissant accélérateur de développement durable et de transformation agricole en Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui vivent en zone rurale à partir de l'augmentation exponentielle de la production agricole, donc de leurs revenus. Et parlant maintenant de la filière coco, comment expliquer un peu la chute des chiffres? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons d'ordre, on va dire, écologique, écosystémique. Par exemple, certaines maladies, ce qu'on appelle le jaunissement mortel du cocotier, qui a fait qu'on a perdu dans la région de Grand Laou, par exemple, une grosse zone de production de coco, environ 300 hectares. Et puis, il y a aussi le manque d'organisation, la gouvernance même du secteur du coco avec 2 fêtières. Et aussi, j'allais dire, le retrait total du gouvernement, la privatisation où le gouvernement s'est totalement retiré de la gestion de la filière. Et pour terminer encore sur les questions de gouvernance, vous voyez, on a des conseils pour le café et le cacao, conseils EVA, palmier à huile, etc. Mais pour le coco? Voilà, pour le coco, malheureusement, on a retiré effectivement le coco, qui est un palmier. De la filière palmier, ils ont été livrés, on peut dire ça comme ça, à eux-mêmes pendant 30 ans. Donc on a bien compris un peu les motifs de la chute de ces chiffres-là. Herman, question? Oui, après une question. D'abord, on constate que la chute de 75% de la production de coco, c'est essentiellement dû à l'urbanisation. Ça veut dire que les cocoteraies ont été remplacés par des programmes immobiliers. Vous confirmez cela? Une des raisons. C'est une des raisons, pas que c'est essentiellement cela, c'est l'une des raisons. Et puis, bon, l'autre raison aussi, c'est la baisse
de la production du fait du vieillissement des vergers. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a une culture, une tradition, on va dire, séculaire. On a commencé à planter ici le coco, peut-être même bien avant les années 50, 40, 49. Le centre là, de recherche qui se trouve à Bassam, là, c'est 1949. Visiblement, vous l'avez peut-être reconnu, il y a eu un choix gouvernemental à quitter cette filière-là. Pourquoi alors ambitionner des années après de revenir dans cette filière à donner un coup de pouce à cette filière? Le choix gouvernemental était sur plusieurs sociétés. Vous comprendrez aisément que ce n'est pas la vocation de l'État, comme ça se faisait avant, la PAM industrie, la SICOR, de produire des noix de coco. On va créer l'environnement pour que le secteur privé puisse s'épanouir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut revenir? Parce que la noix de coco aujourd'hui, ou l'industrie du coco, génère énormément de ressources. Et la Côte d'Ivoire, nous sommes une nation de premiers. Nous étions premier producteur africain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en 5e place. Le Ghana a pris notre place. Le Ghana a pris notre place. Et vous n'allez jamais imaginer, le Ghana a pris notre place à partir des semences que nos chercheurs du CNRA ont développées ici, des hybrides, PB113, 112, etc., pour développer leur industrie du coco. Très bien. Voilà. Marius, comment est question? Alors, pour un pays comme le nôtre, qui produisait par le passé plus de 600 000 tonnes de noix de coco, aujourd'hui, nous sommes à 150 000 tonnes. Je voudrais m'assurer que les chiffres sont... 125 000 en 2023. 125 000 tonnes en 10 ans. La chute est drastique. En 30 ans. Et puis, nous constatons... En 30 ans, oui. La chute est drastique et nous constatons malheureusement que les Ivoiriens ne courent plus vers, justement, tous ces produits génératrices de revenus au niveau de nos paysans. De plus en plus, les gens s'orientent vers les véhicultures. Oui, et je vais vous faire une révélation. Le coco est tout aussi, sinon plus rentable que les VA, le café, le cacao. Les chiffres sont simples. Vous investissez environ 800 000 francs sur un hectare de cocoterie et vous pouvez payer pour les coûts d'investissement environ 800 000 francs. 800 000 francs sur un an, vous produisez près de 60 000 noix sur un hectare. Une noix est vendue entre 150 et 300 francs. Ce qui n'est pas, c'est une noix, ce n'est pas une tonne ou quoi que ce soit, c'est une seule noix. Ouais. On voit tout de suite que le rendement est beaucoup plus intéressant que certaines spéculations sur lesquelles nous nous précipitons tous en ce moment. Très bien. Élisée? Deux questions en une. La première, déjà, c'est de savoir aujourd'hui, c'est quoi la part, en fait, du cacao dans le PIB. Et puis, deuxièmement... Du coco. Du coco, pardon. Du coco. Ouais, du coco dans le PIB. C'est ça aussi qu'il s'agit. Dans le PIB. La part du coco dans le PIB. Et puis, deuxièmement, c'est de savoir, est-ce que le coco, il se produit, disons, il se cultive, pardon, sur tout le territoire national ou il y a des zones spécifiques? Écoutez, je vais donner un chiffre encore. Le coco a fait rentrer dans notre économie, le coco exporté en 2023 a fait rentrer dans notre économie à peu près l'équivalent de 9 milliards de francs CFA. Notre richesse, notre PIB en Côte d'Ivoire, c'est 87 milliards, dont 50 et quelques mille milliards de francs CFA. Donc, vous comprenez avec moi que c'est minime. Ouais. Cependant, les calculs que nous avons faits, les recherches qui ont été réalisées, le forum que nous avons réalisé, enfin, que nous avons organisé les 2 premières journées de cette semaine, ont révélé que réellement, le potentiel de la Côte d'Ivoire, une exploitation saine bien organisée du coco, ça peut nous rapporter 60 milliards de francs CFA chaque année. Et nous ne sommes qu'à 9 milliards. Wow. Donc, il y a plus de 400% voilà, qu'on perd, on va dire. En économie, on appelle ça le coût d'opportunité. C'est une occasion, une opportunité manquée. Et c'est vraiment dommage. J'attends la prochaine question. Non, c'est de savoir, est-ce que ça se produit partout? C'est ce que j'ai demandé. Oui, voilà, effectivement. Ce que je vous ai tantôt, ce pays-là a ceci de formidable. Les fondements en matière de recherche agricole sont là. Nous avons des outils comme le CNRA, FIRCA, etc., surtout le CNRA, qui existe depuis de très nombreuses années. Et les chercheurs ivoiriens ont réussi à produire, à inventer, à trouver des semences hybrides de coco. Ils ont travaillé sur, c'est quoi l'espèce qui rapporte le plus d'eau, le plus de chair, le plus de bourre. Et ils ont manipulé, ils ont travaillé, ils ont breeding, comme on dit en anglais, et ils sont arrivés à 2 espèces qui produisent plus de 60 noix par grappe, etc. Donc aujourd'hui, on peut vous affirmer de façon irréfragable que le coco pousse dans toutes les régions de Côte d'Ivoire grâce aux résultats des chercheurs ivoiriens.
Donc la recherche marche en réalité. Sur ce domaine-là, en tout cas, ça marche. Très bien. Daouda. Monsieur Bamba, je pense que vous avez fait l'état des lieux. Et j'avoue que vous avez attisé ma curiosité. C'est une chose d'investissement. Donc concrètement, qu'est-ce que Abidjan Legacy Programme quelle est la stratégie que vous mettez en place en fait concrètement pour que la relance soit au plus haut niveau? Et concrètement, si vous devez parler à un jeune pour le convaincre d'aller vers la coco-culture, c'est bien ça? La culture de coco, on va dire. Voilà, culture de coco, pour qu'il aille investir là-bas, pour qu'on sorte des l'EVA et autres. Quel serait... Séduisez-moi, monsieur Bamba. Ben, je vais vous séduire et je vais dire à ce jeune-là, champion, écoute, dans le coco, là, ça marche. Tu peux gagner, effectivement, pas mal d'argent, mais tu peux gagner pour toi, comme on dit dans le langage des jeunes. Pour les différentes raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, l'investissement est relativement minime. C'est ça. Et le gouvernement, nous, en première ligne, nous sommes en train de mettre en place, il y a des mécanismes financiers aussi qui existent pour installer les jeunes. Ça veut dire qu'il y a des financements? Il y a des financements qui existent. Et là, nous étions en début de semaine, on était accompagnés par la Banque mondiale, le PNUD, la Banque africaine de développement, le FIDA, l'ambassade de Grande-Bretagne. Vraiment, tous les bailleurs de fonds sont unanimes pour nous appuyer, pour dire que la Côte d'Ivoire doit retrouver sa place d'antan. Parce que le coco, c'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la chance. Tout est bon dedans. Tout est bon. Et je vais vous inviter à aller faire une recherche sur Internet pour trouver les vertus des racines du cocotier. Il n'y a pas que les racines. Il y a l'eau de coco, il y a le jus, il y a le lait. Effectivement. Mais c'est incroyable. Il y a l'huile pressée à chaud, pressée à froid. Il y a aussi le tronc. On fait des meubles de luxe avec les troncs de coco. Et puis, bon, naturellement, on a parlé de l'huile, du lait, la bourre. Le coco, c'est un puissant fertilisant. Donc, quand on débourre tout ce qui reste, les fils et tout ça, aujourd'hui, on en fait des plaquettes de frein. C'est extraordinaire. Effectivement. Et nous en sommes effectivement à la production effectivement brute comme ça. Mais on vise aussi la transformation. C'est très important qu'on puisse rajouter de la valeur avant de pouvoir exporter. Vous savez, une noix de coco dans les marchés à Rungis, par exemple, pour ceux qui connaissent en France, où on fait des produits tropicaux, c'est 1,20 €. On a à peu près à 800 francs. Ouais. Alors qu'ici, c'est vendu 50 francs, 100 francs, 150 francs, 200 francs maximum. C'est vraiment grand intérêt. Mais en tout cas, ceux qui savent, qui ont des challenges de cholestérol, par exemple, prennent souvent, et ça aide aussi au niveau donc, de la régulation cardiaque. Certains connaisseurs, et justement, c'est là ma question avant de passer la parole à Herman, est-ce qu'il y a assez de communication faite justement sur les bénéfices de la noix de coco aux populations, à l'effet qu'elles puissent justement en consommer? De mon point de vue, pas assez. On a oublié de mentionner effectivement le sucre de coco pour les diabétiques qui fonctionne très bien. L'huile de coco, effectivement. Qui rajeunit. Oui, vous êtes bien renseigné. Je suis addict au coco, oui. Vous êtes bien renseigné. Et puis, surtout, dans certains pays, notamment au Ghana, et puis peut-être au sud de la Côte d'Ivoire, un pays Nzima, les gens font la cuisine avec l'huile de coco. Oui. Ils font la cuisine avec le coco, ils préparent avec l'huile de coco, ils font des beignets, ils font des sauces, etc. Bon. Moi, j'ai une grosse inquiétude quand même. Laquelle, très chère, Tout à l'heure, M. Bamba disait qu'on peut cultiver le coco partout. M. Bamba, moi, je viens de l'Odiéné, précisément de Tiémé. Oui, je connais. Voilà. Quand je vois, parce que là où on voit le coco, généralement, c'est dans les zones de littoral. Le littoral. Est-ce que chez moi, à Tiémé, où j'ai un lopin de terre, je peux faire ça? Je confirme que vous pouvez faire dans toute la Côte d'Ivoire parce que la science, la technologie ont évolué. Les chercheurs des CNRA sont passés par là. Je vous mets au défi. Je vais investir 1 million bientôt. Oui. Si ça ne marche pas, vous me remboursez. Et vous allez gagner 2 800 000 francs. Très bien. À partir de la production. Herman Aboua. Abou Bamba, vous l'évoquez, le Ghana aujourd'hui, premier producteur africain qui a remplacé la Côte d'Ivoire, utilise les produits, les conclusions des recherches de nos chercheurs de CNRA. Aujourd'hui, puisque vous avez de nouveaux objectifs, enfin la Côte d'Ivoire a de nouveaux objectifs, quelle est la place que la Côte d'Ivoire veut donner à ces chercheurs-là pour pouvoir atteindre ces objectifs? C'est la première chose. Est-ce qu'il faut aussi déforester pour pouvoir faire des concours terrains, puisque cela va aller contre les recommandations des COP? OK. Sur la place des chercheurs, je pense que les chercheurs sont au début, à la fin, au milieu de notre stratégie visant à la sécurité alimentaire. Ils ne travaillent pas seulement sur le coco, ils travaillent sur l'igname, ils travaillent sur le manioc, ils travaillent sur le piment, sur les tomates, et ils découvrent effectivement beaucoup de semences, effectivement. Sur le maïs, là, on travaille dans la région de Korogo, ils arrivent à avoir des pieds avec 4 épis, alors que normalement, c'est 1.
épi par pied. Maintenant, pour revenir sur la deuxième question concernant la déforestation. Oui. Quand on disait que le coco est l'arbre de vie tout à l'heure, c'est vraiment l'arbre de vie. Parce que les racines de coco, les cocotiers fixent les sols. Ils luttent contre l'érosion, la dégradation des terres, l'érosion côtière. Et dans des zones littorales, là, effectivement, on sent que l'érosion côtière, c'est plusieurs mètres par an. Et le coco réussit à fixer ça. La deuxième chose, c'est que c'est un puissant outil de séquestration du gaz carbonique. Donc, en termes de lutte contre les changements climatiques et leurs effets, plantons des cocotiers partout où on peut. C'est vraiment c'est tout bénéfice pour notre pays, pour notre jeunesse, pour nos femmes, filles, mamans, etc. Alors, au vu de tout ce qui précède, que doit faire le gouvernement, justement, à l'effet de nous redonner la place qui nous a été prise, premier producteur africain? Bon, premièrement, on doit continuer à encourager la recherche, leur donner les moyens pour développer de plus en plus des semences hybrides encore plus développées pour réduire la période de maturation. Deuxièmement, il faut créer l'environnement. La gouvernance du coco doit être améliorée. Le Ghana est devant nous aussi, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont pris notre semence, parce qu'eux aussi, ils ont organisé la gouvernance. De la même façon dont il y a un coco board, Conseil Café Cacao, là, il y a un board aussi pour le coco, pour la noix de coco. Et c'est pour ça qu'ils sont organisés, ils nous ont dépassés. L'autre chose aussi, c'est de créer un environnement favorable à l'investissement privé. Je disais tantôt que le gouvernement n'a pas vocation pour produire des noix de coco, pour être dans les opérations, pour être dans la production. Mais il doit créer l'environnement pour favoriser le secteur privé. Dites aux Ivoiriens, tous ceux qui ont des comptes d'épargne, des DAT, qui ont l'argent caché sous les matelas, investissez dans le coco. L'État va par exemple défiscaliser. L'État va par exemple faire de telle sorte que les terres soient disponibles. Et ça, je peux vous garantir que c'est disponible. Le CNRA nous l'a garanti. Entre 150 et 200 000 hectares de terres sont éventuellement disponibles pour pouvoir planter du coco ou autre chose. Mais comment on s'y insère en fait? Justement, c'était la prochaine question. Il va y aller. Et je n'ai pas compris la question. Il demande comment on fait pour accéder justement à ces terres, l'investissement et autres, tout ça. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Non, mais ça va vous intéresser parce qu'avec c'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, mais plusieurs ministères sectoriels, notamment le ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, qui étaient avec nous, effectivement, lors de ce forum international sur la filière coco. On a mis en place un mécanisme, ce qu'on appelle un comité de suivi des décisions qui ont été prises hier et avant-hier. Et c'est à travers ce comité-là qu'on va recevoir vos offres. C'est à travers ce comité, on va commencer par la région de Laou, il me semble, là, Laou, Panda et tout ça, parce qu'ils sont venus nous voir pour identifier les zones, pour installer les jeunes, pour mettre à disposition les semences, pour faire l'accompagnement technique avec les chercheurs du CNRA et puis les techniciens du ministère de l'Agriculture et des autres ministères sectoriels. Ça ne concerne pas que le ministère de l'Agriculture, ça concerne le ministère de l'Emploi des jeunes, le ministère du Commerce, parce qu'on a besoin d'exporter, on a besoin de faire rentrer des devises, on a besoin de soigner notre balance des paiements. Et surtout, on a besoin aussi de réduire le coût de la vie. Très bien. Alors avant, Élisée, l'installation, du moins pour les jeunes, ce que vous allez faire, est-ce que seulement les jeunes de Laou sont autorisés à regarder justement ce qui va se passer pour ce projet-là sur Laou, ou tous les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent soumissionner pour avoir de la terre partout en Côte d'Ivoire? Le président de la République, lorsqu'il a créé le Abidjan Legacy Programme, a voulu un programme national pour s'occuper en majorité des jeunes et des femmes du pays. Donc, selon ces instructions, nous travaillons à l'échelle nationale dans les 31 régions du pays et puis dans tous les districts autonomes. Est-ce que vous répondez à ma question? Si vous investissez, par exemple, est-ce qu'un jeune de Dabou peut se dire, j'ai envie, moi, de faire ma cocoterie à Anuassué, chez Marius Komoé, ou chez Daouda, à Thiébé. Anuassué, qu'il connaît bien d'ailleurs. Voilà, justement. Est-ce que cela est possible? C'est de cela que je parle en réalité. D'accord, je connais Agradio aussi. Hein. On va effectivement, tous ces jeunes, là, nous travaillons avec le ministre-gouverneur des Grands Ponts, hein, pour faire venir des jeunes, effectivement. Ça concerne effectivement tous les jeunes. Nous avons des moyens limités pour l'instant, mais dans le plan de relance qui est en train d'être élaboré, il est prévu un fonds national pour favoriser l'investissement dans le domaine du coco. Et ce fonds-là sera alimenté par le gouvernement, par les bailleurs de fonds. Mais je dis encore, le secteur privé a un rôle fondamental à jouer. Il s'agit d'une circulation où vous pouvez gagner de l'argent. Quand vous investissez, vous gagnez de l'argent. Donc les Ivoiriens, secteur privé ivoirien, secteur privé étranger, investissez l'argent que vous avez dans la noix de coco, dans le fonds que nous sommes en train de mettre en place, en plus des ressources du gouvernement. Élisée? Moi, je veux qu'on soit pragmatique, M. Abou Bamba. Ces jeunes-là sont en train de nous regarder ce soir et certainement certains
grâce à leurs efforts, ont pu eux-mêmes avoir le financement. Ils n'attendent pas donc que vous mettez en place votre fonds. Ils ont déjà le financement. Où peuvent-ils se procurer les semences? Ils se sont aussi battus, ils ont eu leur terre. Ils veulent vraiment s'y engager. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir accès aux semences? Et où est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux semences? Ils peuvent avoir accès aux semences au CNRA. Il y a un centre de recherche, enfin, un programme de recherche sur le coco qui s'appelle Marc Delorme, qui est situé à Bassam, à l'entrée de l'autoroute. Vous êtes obligé d'aller un peu plus loin et de revenir, ensuite tourner à droite. C'est 900 hectares. Et c'est ce pays-là, à ce site extraordinaire, c'est que les fondements, les bases existent. Nous, on fait beaucoup de terrain. Tous les jours, on découvre des infrastructures du gouvernement qui sont là depuis 60 ans, 50 ans, etc. Donc, ce centre de recherche existe depuis 1949 et c'est ceux-là qui fabriquent et vendent les semences dont on parle. Et c'est gratuit? Ben non, ils vendent. Non, attendez. C'est important. C'est important. C'est gratuit. OK, mais c'est pas très cher. Non, ça varie de 1000 francs à 2000, 2100 francs. Très bien. Elisa a parlé d'une catégorie de jeunes qui n'ont pas besoin d'argent. Ouais. Eux, ils ont déjà l'argent, ils veulent juste avoir la semence, ils ont même la terre. Et ces jeunes-là qui n'ont pas d'argent et qui aimeraient justement avoir accès à votre financement. Ceux qui n'ont pas d'argent. Tout à fait. Donc, ce que nous faisons, nous fonctionnons à ce qu'on appelle des projets pilotes. Avant de venir ici, on était avec le maire de Grand Laou, et qui est venu aussi pour plaider pour ces jeunes, etc. Nous avons des ressources, certaines ressources, pour aider effectivement les jeunes de Kwanda, Toukouzou, enfin toutes les régions là de Grand Laou, pour mettre à disposition les premiers pieds qu'on achète, c'est 1000 francs, c'est 2000 francs, il y en a même de 700 francs, pour avoir l'accompagnement aussi avec le CNRA. Et puis, pour certains, on essaie de voir, puisque ça arrive à maturation au bout de 3 ans, mais avant ça, les jeunes là n'ont pas la patience. Ils ont encore moins la patience pour l'EVIA qui prend 7 ans. Donc, et ça, c'est un autre des atouts des recettes de la recherche. Au bout de 3 ans, ça rentre en production. Donc, pendant ces 3 ans-là, il peut faire aussi du vivrier, il peut faire aussi d'autres cultures mensuelles pour pouvoir survivre. Et en général aussi, on offre un pécule pour que les jeunes puissent rester et qu'ils se découragent pas et s'en aillent. Herman, la demi. Oui, la demi-question. La demi-question, je veux revenir un peu sur le choix qui a été fait de construire des habitats sur le littoral en remplacement des cocoteraies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Quelle est la décision du gouvernement pour freiner cela? Parce qu'on sait que l'immobilier est un secteur assez dynamique, ça continue. Est-ce qu'il y a une décision de protéger ces aires-là? Effectivement, il y a ce qu'on appelle la loi littorale qui est en vigueur et qui interdit des constructions sur plus de 100 mètres à partir de la ligne de base, à partir de l'eau jusqu'à l'intérieur. Ça, c'est interdit de construire. Naturellement, il y a certains délinquants qui essaient, c'est tous les jours qu'on essaie de prendre des surfaces du CNRA, c'est tous les jours qu'on essaie de prendre sur le bord de mer ou bien sur le bord de lagune, mais c'est strictement interdit. Et vous avez vu qu'on a judiciarisé bientôt, là, on a judiciarisé il n'y a pas longtemps le droit de l'environnement. Il y a des peines de prison et des amendes qui sont prévues pour les délinquants dans ce cas-là. On a terminé donc, M. Abou Bamba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Abidjan Legacy Programme. Merci d'être venu nous parler donc de la stratégie pour la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire. Messieurs, notre émission est terminée. Herman Aboua. Moi, je prends toujours plaisir à le recevoir, oui, le très bon verbe. Élisée Bouloube, bonsoir, merci d'être venu. Merci. Marius Komoué, merci d'être venu. Merci. Daouda, merci d'être venu. Merci, et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.